Salut à tous, vous avez été nombreux à me demander quelle était la voiture américaine idéale pour commencer, quel modèle valait le coup pour un budget serré. Je vous propose donc une petite sélection de voitures américaines sympas à moins de 5 000 euros. Et je vais tout de suite commencer par une mauvaise nouvelle pour les jeunes permis. Les véhicules de plus de 6 chevaux fiscaux ou un peu exotiques, faudra forcément laisser tomber tout simplement à cause de l'assurance qui refusera de te prendre en charge. Oui, tu pourras quand même emprunter la voiture ancienne de tes parents, mais il faut que ça reste occasionnel et en cas de sinistre, tu vas payer une franchise de malade. Donc, autant te dire que si tu as besoin d'un véhicule pour rouler tous les jours, faudra commencer comme tout le monde par une Clio 1,2 litre pendant 3 ans. Et ouais, désolé. Voilà pour le point jeune permis. On revient à notre sélection de voitures américaines à moins de 5 000 euros, des modèles fiables et faciles à entretenir. Dans ce budget, malheureusement, pas de V8, mais des modèles quand même sympas, qui ont du charme et qui sont vraiment une belle porte d'entrée vers le monde merveilleux des voitures américaines. Et on va commencer par une voiture que j'ai possédée personnellement, la Chrysler LeBaron de 1989 à 1995. C'est un modèle qui a été officiellement distribué en France à l'époque et qui a rencontré un petit succès, aussi bien en version coupé que cabriolet, et c'est une des voitures américaines les plus abordables du marché. J'ai personnellement possédé une LeBaron 1989 en 2,5 litres turbo, qui m'a vraiment laissé un très bon souvenir. C'est une bagnole qui déjà dans son aspect esthétique avait quand même pas mal de côtés assez kitsch, assez folklore américain, toutes ces touches de chrome, ses phares rétractables, ses jantes nid d'abeille. Vraiment une caisse qui pour son époque avait encore un certain charme assez typé 70s et qui malheureusement disparaîtra avec les années. Elle offre un bon confort routier et des moteurs dans l'ensemble suffisamment coupleux. On trouvait au catalogue 4 motorisations essence toutes très fiables, donc ça démarrait avec un 4 cylindres 2,5 litres de 102 chevaux, la même motorisation mais en version turbo cette fois-ci qui est annoncée à 150 chevaux. On passe ensuite à la version 4 cylindres 2,2 litres qui elle montait à 170 chevaux et on termine avec le V6 3 litres Mitsubishi de 140 chevaux. Et ironiquement, plus la cylindrée augmente, moins il y a de chevaux sous le capot. Contrairement à la légende, tous les 4 cylindres sont d'origine Chrysler et non Mitsubishi. Les boîtes auto 3 rapports sur les 2,5 litres turbo et 4 rapports sur les V6 étaient les configurations mécaniques les plus courantes, même s'il existait aussi des beaucoup plus rares boîtes manuelles 5 vitesses. Une option qui était d'ailleurs imposée sur les modèles 2 litres de turbo des LeBaron dites GTC. Dans l'ensemble, tout est relativement costaud. On va dire que la seule faiblesse un peu connue et qu'on retrouvait sur les Voyager équipés de ce V6, c'est sa boîte automatique 4 rapports qui nécessite un entretien quand même assez suivi avec la bonne huile Chrysler ATF Plus 4. C'est vraiment une boîte qui n'aime pas trop la Dextron 3 de supermarché grosso modo. On continue ensuite avec le Chrysler Voyager de 1989 à 1995. Ok, c'est pas vraiment l'image qu'on a du rêve américain. Ok, pour beaucoup, il y a encore l'image même de la Beta IR à môme. Mais franchement, je pouvais pas parler de la marque Chrysler sans évoquer le Voyager parce que c'est un véhicule qui a marqué à jamais ma vie. Imaginez-vous quand mon père débarque un soir sans prévenir avec cette magnifique camionnette 7 places qui vient remplacer des années en 405 break avec mes 2 frères collés à l'arrière. C'était juste magnifique. Je peux vous dire que ce premier Paris-La Ciotat dans un tel espace, je m'en rappellerai pour longtemps. Bref, je vais pas m'éterniser sur cette génération de Voyager que mes parents ont possédé, mais plutôt sur les 2 premières au look vraiment bien old school, bien carré. La même version que j'ai aujourd'hui personnellement, mais dans une configuration plus luxueuse. Parce que si en Europe on était habitué finalement aux versions les plus courantes des turbo diesel avec intérieur tissu, je peux vous dire que les V6 LE c'était de vrais palaces. Et le summum pour moi ça reste vraiment l'intérieur cuir bordeaux. Des premières générations, ça faisait vraiment grand luxe façon lupanard des années 70. Si le Voyager se trimballe encore cette image de voiture familiale, voire de vieille bagnole de brocanteur aujourd'hui, je peux vous dire qu'un Voyager V6 full option avec boîte auto, franchement, il étonne par sa souplesse, par son confort routier, par sa polyvalence de malade avec un tel espace à bord. Donc à toi les super road trip avec tous tes potes si t'as pas de gosse, mais on t'appellera aussi pour tous les déménagements et là c'est plus chiant. Pour les moteurs, on retrouve le 4 cylindres de 1,5 litre et le V6 3 litres de la LeBaron. À partir de 1994, on trouvera aussi un V6 3 litres 3 de 160 chevaux d'origine Chrysler et toutes ces configurations sont disponibles en boîte automatique 4 rapports sauf le 2,5 litres qui lui est uniquement dispo en boîte manuelle 5 rapports. On s'intéressera pas ici au mazout turbo qui a été purement créé pour le marché européen. On enchaîne avec la Buick Park Avenue de 1991 à 1996. Cette bagnole là je vous l'ai vendue dans pas mal de vidéos mais franchement c'est mérité. On la compare souvent à une Jaguar en plus cheap. Elle était vendue moins cher neuve, revendue moins cher d'occasion,
mais aussi toujours moins cher à entretenir. Les matériaux ne sont pas d'une grande noblesse, mais franchement, j'y croirais quoi. Alors, équipée comme un 4 étoiles, elle vieillit extrêmement bien et franchement, on peut même enchaîner les kilomètres avec des exemplaires qui ont plus de 300 000 km. C'est des bagnoles extrêmement solides et fiables. Je vous en dis pas plus, allez juste voir l'essai que j'en ai fait il y a quelques années. Pour les moteurs, c'est pas compliqué, on trouve un unique V6 3 litres 8 qui était disponible avec 170 chevaux et 210 à partir de 1994. Il y avait aussi une version beaucoup plus rare à compresseur qui était annoncée dans les 240 chevaux. La Buick Skylark 1980 à 1984. On retrouve sur ce modèle tout le kitsch des années 70 dans un petit gabarit et avec de petits moteurs. C'était un peu la recette du succès pour cette génération de Skylark qui a rencontré quand même un petit succès en France à l'époque. Et c'est certainement une des voitures les plus rococo de cette sélection. Malgré ses petits 4,60 m de long et 1,75 m de large, elle a vraiment tout d'une voiture américaine de la grande époque. L'ambiance, les équipements luxueux, le confort, la souplesse du V6, elle est vraiment étonnante, elle est vraiment bluffante cette bagnole. Associée à une boîte automatique 3 rapports, le V6 de litre 8 convient très bien à cette routière. Malgré les 115 chevaux annoncés sur le papier, franchement, on se sent pas à la peine, on a suffisamment de puissance pour cruiser en toute quiétude. Je déconseille par contre le petit 4 cylindres 2 litres 5 dit Iron Duke, qui est quand même un peu léger et qui reste moins robuste que le V6. Iron Duke. J'adore le nom qui déchire pour un moteur un peu pété. Les Pontiac Firebird et Chevrolet Camaro V6 de 1993 à 2001. Si certains n'envisagent pas une Firebird ou une Camaro sans un moteur V8, et bah franchement, les versions V6 de ces générations-là sont assez bluffantes et ont vraiment rien d'une entrée de gamme insipide. Le V6 3 litres 8 de 193 chevaux est très joueur et la conduite s'avère d'autant plus sympa que c'est finalement la seule propulsion de cette sélection. Ben ouais, les ricains passent de plus en plus à la traction dès les années 80. La grande force de cette génération de Firebird et Camaro, c'est aussi leur grande polyvalence. Parce que malgré leur allure sportive, on est bien installé et franchement on se voit bien avaler les kilomètres à leur volant. Et en cabriolet ou anti-top, c'est carrément le top pour partir en vacances l'été et faire corps avec la nature. Le Jeep Cherokee 1984 à 2001. La cote continue à grimper pour de beaux exemplaires non massacrés, mais c'est encore le moment de faire quelques affaires. Le Cherokee XJ, c'est certainement une de mes productions automobiles préférées au monde. Rien que ça. J'aime sa gueule, j'aime sa simplicité, j'aime sa robustesse, j'aime son confort, j'aime son agilité, j'aime ses qualités tout-terrain de haut niveau. Il a tellement de qualités ce véhicule. C'est une pure bagnole pour continuer à rouler dans un monde post-apocalyptique. On en trouve encore beaucoup sur le marché, ça a été très distribué en France à l'époque. Le souci par contre c'est de trouver des modèles potables à des prix on va dire raisonnables. Ça se trouve, mais faut être patient. Une nouvelle fois, je ne m'attarde pas sur les motorisations mazout pour passer directement au moteur essence. Et on commence avec un 4 cylindres 2 litres 5 dont la puissance varie de 102 à 125 chevaux selon les années et qui est associé à une boîte manuelle 5 vitesses. C'est du costaud, c'est du coupleux, mais à consommation très proche, les fans absolus de Jeep ne jurent que par le 600 lignes de 4 litres. Disons qu'au final, le seul argument du 2 litres 5, c'est son prix de vente généralement plus faible. Je précise aussi que malgré la fusion Chrysler-Jeep de l'époque, le 2 litres 5 n'a rien à voir avec celui des Chrysler. C'est vraiment un 2 litres 5 sur une base AMC qui n'a strictement rien à voir. Le 4 litres, c'est donc THE moteur Jeep. Enfin, AMC à l'origine. On le surnomme l'indestructible et il est associé à une boîte automatique 4 rapports. Et sa puissance passe de 174 à 190 chevaux dès 1991, les fameux 4 litres HO pour High Output. Dans les années 80-90 en France, le Cherokee XJ en 4 litres, c'est un peu un bouffeur de GTI. La Chrysler Sebring 2000 à 2004. Pour résumer, c'est la Chrysler Le Baron des années 2000 qui est apparue juste après la Chrysler Stratus. La ligne est évidemment plus moderne, et je lui trouve personnellement une certaine classe, une certaine finesse qu'on ne retrouvera malheureusement plus sur les Sebring suivantes, dont justement la qualité générale je trouve a vraiment baissé. Et cette Sebring, c'est un des plus gros cabriolets dispo à l'époque sur le marché en Europe, avec 4 vraies places, un grand coffre et un très bon confort routier. Sous le capot, on trouvait soit un 4 cylindres 2 litres 4 de 150 chevaux, ou un V6 2 litres 7 de 200 chevaux. Vu le faible écart de consommation et la différence d'agrément, optez vraiment pour le V6 si possible. La Chrysler 300M. Son design n'a jamais fait l'unanimité, mais moi j'adore. Elle a vraiment participé à l'identité forte de Chrysler à la fin des années 90, vraiment dans cette mouvance de design dite Cab Forward chez Chrysler, et qui a été initiée aussi sur les Stratus. Et j'adore cette gueule parce qu'on est vraiment très proche d'un concept car, et elle détonne vachement avec ce qui se faisait à l'époque chez les ricains. L'espace à bord est surprenant et on est vraiment bien installé.
C'est vraiment une vision moderne de la limousine à l'aube des années 2000. Et cette 300M, elle est tractée par deux V6, un 2,7 litres de 204 chevaux et un 3,5 litres de 250 chevaux. Les deux sont de bons moteurs, suffisamment fiables et performants. La Chevrolet Alero. De toute cette sélection, c'est certainement celle qui a le look le plus passe-partout. Les mauvaises langues la compareront même à une japonaise lambda des années 2000. Mais c'est surtout son niveau d'équipement, son tarif indécent et sa petite histoire qui en font une voiture intéressante. Vendue officiellement dans quelques concessions européennes Opel GM, cette Chevrolet Alero était proposée d'office dans des versions full option, mais franchement, à part ses dimensions plus européennes, je vois pas vraiment ce qui en aurait fait chez nous un best-seller. On achète aussi ce genre de bagnole pour leur image, et là franchement c'est clairement le néant. Personne ne sait vraiment ce qu'est une Alero. Mais c'est quand on retire l'emblème Chevrolet que la voiture révèle sa vraie identité. En dessous se cache tout simplement un logo Oldsmobile. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, la Chevrolet Alero est tout simplement une Oldsmobile Alero. D'ailleurs, le logo Oldsmobile est toujours présent sur le volant, et certainement à d'autres endroits. Il s'agit donc du dernier modèle produit par la marque Oldsmobile avant l'extinction de la marque en 2001, ce qui est quand même une anecdote assez sympa. Je reprécise encore une fois, comme toujours avec les prix, avec les codes de ces véhicules, elles sont valables à l'heure et à la date de cette vidéo. Qui sait, peut-être que dans 10 ans, l'Alero vaudra 50 000. Honnêtement, j'y crois pas trop. Je vais aussi vous parler des quelques modèles que j'ai pas retenus, et ça commence avec le Chrysler Petit Cruiser. J'adorais la gueule, j'adorais le design de ce Petit Cruiser, là un corps qui fait pas l'unanimité. À sa sortie, franchement, j'étais bouche bée, le concept m'a complètement séduit. J'ai été tenté par l'achat de ce véhicule jusqu'à ce que je l'essaye, et franchement, là j'ai été hyper déçu. Hyper déçu par les moteurs essence poussifs, hyper déçu par l'habitacle qui est vraiment étroit, le coffre aussi vraiment tout petit, et cette ergonomie martienne. Enfin, vraiment, c'est une déception dans sa globalité. Juste un design. Ensuite, on va parler du Jeep Wrangler. J'adore ce modèle iconique de Jeep, mais les prix se sont carrément envolés. On peut encore trouver quelques exemplaires à moins de 5 000 €, quelques 2,5 litres essence, mais franchement, généralement, ils sont rouillés, ils sont pourris jusqu'à l'os. C'est un modèle qui est très recherché, et franchement, faut se lever tôt pour faire de bonnes affaires. Donc en général, dans un petit budget, on risque de se retrouver avec une merguez. Les Dodge Caliber Chrysler Sebring de 2006 à 2010. Si le design de la Sebring m'a pas laissé indifférent, et ben l'habitacle il fait vraiment cheap. C'est vraiment un problème que j'ai remarqué chez Chrysler Dodge, enfin chez Mopar à cette période comme ça, milieu fin des années 2000, je sais pas ce qu'il y a eu, mais j'ai vraiment le sentiment que avant c'était mieux fini et après c'était mieux fini. Mais il y a eu cette période de baisse de qualité et niveau agrément de conduite, bah on est proche du néant quoi. Que ce soit en version diesel Volkswagen, oh my god, ou en rare version essence, franchement le plaisir n'est pas vraiment là. Et il y a aussi ces fameuses Chevrolet, Epica, Kalos, Captiva et j'en passe. Est-ce que je vais vraiment m'attarder sur ces Daewoo rebadgés? Voilà pour ce guide d'achat des voitures américaines à moins de 5 000 €. J'en ai certainement oublié, mais je vous ai vraiment parlé principalement des modèles que je connais un peu et qui m'inspirent confiance. Je remercie Laurent de Passion Assurance pour ses précisions sur l'assurance des jeunes permis et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!